Bonjour tout le monde. Donc, je me présente, Jean-François Lapointe, conseiller au développement et formation du Cégep Limoilou. Donc, aujourd'hui, pour une première, je vous dirais, on accueille deux sommités, en fait, du droit de la construction. Ils se joignent à nous pour échanger sur l'approche BIM. On s'entend que le côté légal est un enjeu important. Donc, Maître Yvan Houle, juste ici à ma droite, et Maître Bernard Quinn, à la droite de M. Houle, tous deux ambassadeurs et défenseurs là, du processus, partageront avec nous, évidemment, leur expertise sur le sujet. Donc, Maître Houle est associé chez BLG. Donc, il est reconnu comme avocat de premier plan dans le domaine de la construction par les principales publications de classement juridique. Et M. Houle met au profit des divers acteurs de la construction son expérience en matière d'approvisionnement et d'appel d'offres, de négociation et de rédaction de contrats, ainsi que de résolution de différents pour un large éventail de modes de réalisation. Maître Quinn, associé principal de l'étude Norton Rose and Fulbright, il a plaidé devant toutes les instances civiles et est fréquemment appelé à réviser et rédiger des contrats d'entreprise ou de services professionnels, ainsi que des documents d'appel d'offres reliés à de grands projets de construction. Il est désigné aussi comme expert reconnu en droit de la construction dans plusieurs recueils et recensements. Donc, merci à vous deux d'être ici avec nous aujourd'hui. D'entrée de jeu, je vous dirais le fonctionnement du panel. Je vais inviter les deux panélistes à faire une brève présentation et ensuite on va passer en mode plus échange sur certains sujets juridiques et on va se garder évidemment quelques temps à la fin pour des questions du public, donc j'imagine que ça suscite beaucoup de questions ce secteur. Donc sans plus tarder, d'entrée de jeu, messieurs les panélistes, nous savons qu'il y a 5 ans, le mélange BIM et droit canadien ou québécois donnait des frissons à plusieurs. Dans quelle mesure nos cadres législatifs se sont-ils adaptés à ce virage BIM et quelles en sont les alternatives? Donc, j'invite M. Houle à faire sa présentation. Alors, merci Jean-François. Je présume pour faire avancer, c'est ça? J'ai trouvé la présentation qui vient de se dérouler très intéressante parce que ça démontre un peu le courage, la vision que les acteurs ont avec le recul maintenant quand on regarde où vous étiez rendu en 2011-2012 où c'était très peu connu. Il y a des acteurs qui ont néanmoins choisi de faire le saut et d'aller de l'avant avec le BIM. Et je vous dirais que, évidemment, nous, les avocats, le domaine juridique, on est reconnu comme étant un peu frileux et c'est toujours la réponse la plus facile pour les avocats, c'est de dire à nos clients, c'est non. C'est pas possible, ça ne se fait pas. Et l'intérêt du BIM pour moi, comme praticien du droit de la construction, c'est justement ça, c'est que ça pousse les avocats à suivre le pas de leurs clients, suivre le pas de la technologie et tenter de trouver des solutions innovatrices à l'intérieur des cadres juridiques existants qui, bien souvent, puis on va en faire allusion tantôt, eux autres n'emboîtent pas nécessairement le pas. Là, on est à la traîne un peu. Ceci étant dit, un des outils qui est à la disponibilité, on voit qu'il y a beaucoup de mouvements dans le domaine juridique et on a certains organismes qui se sont développés pour justement favoriser l'encadrement juridique, entre autres, du système de la modélisation. Un de ces organismes-là, c'est l'Institut pour la modélisation des données du bâtiment du Canada, le IBC, qui a été fondé par différents acteurs de l'industrie. Donc, c'est un regroupement d'un large éventail représentatif des différents acteurs de l'industrie. On a les architectes qui sont présents, les ingénieurs, l'Association canadienne de la construction qui représente les entrepreneurs généraux principalement, Devis de construction Canada et certains maîtres d'ouvrage fédéraux. On y a fait allusion tantôt. Il y a le Défense Canada qui est très, très présente au sein de l'IBC. Cette représentation varie évidemment. Ce qu'elle permet, elle permet de regrouper les différents points de vue,
échanger au niveau des écueils et des différentes problématiques qui existent, que les acteurs ont identifiées. Et à partir de là, peut-être essayer de trouver un terrain d'entente, trouver des balises qui vont permettre à tous les acteurs de l'industrie de trouver leur compte et faire avancer le BIM. La mission de l'Institut, elle est très simple. Excusez. Elle est simplement de diriger et faciliter l'utilisation coordonnée de la modélisation des données du bâtiment dans la conception, la construction et la gestion du milieu bâti du Canada. Donc, ces fonctions se jouent à deux niveaux principalement. Il y a une fonction éducative et de formation qui a été élaborée et également la promotion d'un modèle ou un cadre contractuel qui peut servir pour les projets à venir. Et à cet égard-là, le IBC a développé des documents normalisés. Là. Les deux principaux sont le IBC 100-214, qui est une annexe relative au contrat IBC. Donc, c'est une annexe qui se greffe au contrat normalisé des architectes, des ingénieurs et le CCDC, celui de l'entrepreneur général, pour répondre aux besoins d'un projet qui va se réaliser en mode BIM. Il y a également un deuxième document qui traite du niveau de développement et l'utilisation autorisée, l'utilisation autorisée des niveaux de développement et le tableau des éléments des différents modèles. Alors, cette annexe-là, elle favorise l'utilisation d'un langage et d'une terminologie commune. Donc, évidemment, la prémisse, c'est que tous les intervenants vont souscrire à cette annexe. Et elle favorise l'utilisation d'un protocole qui n'est pas très prescriptif, dans le sens que c'est laissé aux parties elles-mêmes, en fonction de leurs besoins, en fonction de leurs projets propres, pour développer la façon dont les modèles vont être développés, quels éléments vont être retenus et de quelle façon que les intervenants, les acteurs vont interagir avec les modèles. Évidemment, il y a certaines déclarations, certaines obligations qui sont expressément reconnues par ce contrat-là ou cette annexe. Dans un premier temps, les parties reconviennent que le BIM sera utilisé pour le projet. Donc, tous ceux qui souscrivent à l'annexe conviennent qu'ils vont utiliser le BIM avec tout ce que ça comporte. Ils conviennent également que le contenu des modèles sera partagé. Et finalement, elle permet à un membre de l'équipe, un participant au projet, d'obtenir la confirmation qu'une personne demande la transmission d'un modèle ou un accès souscrit à l'annexe. Et le but de ça, évidemment, c'est de s'assurer qu'il n'y ait pas de malentendu, que tous les intervenants qui participent au projet savent pleinement ce à quoi ils ont souscrit. Un autre enjeu qui est très important dans le monde du BIM et pour les professionnels principalement, c'est la notion du droit d'auteur. Alors, l'annexe telle qu'elle est présentement, elle conserve les droits d'auteur qui naissent à la suite de la part des différents intervenants, que ce soit l'ingénieur, l'architecte ou l'entrepreneur. Il n'y a aucune, et autre élément très important, c'est qu'il n'y a aucune cession du droit d'utilisation pour un projet futur. On sait que pour plusieurs intervenants du domaine de la construction, l'utilisation d'un modèle par un donneur d'ouvrage, par exemple, sur un autre projet. Donc, une fois qu'on a notre modèle de bien établi, c'est est-ce que le propriétaire peut simplement le reprendre et l'utiliser à répétition? Dans ce cas-ci, il y a une interdiction à cet égard-là. Ça ne veut pas dire que les parties ne pourront pas s'entendre autrement, mais le modèle qui a été élaboré présentement l'interdit. Il y a également une série de clauses qui traitent des notions de responsabilité. Et essentiellement, ce qu'on vise, c'est à exclure la responsabilité des intervenants lorsqu'il y a une utilisation à mauvais escient ou une utilisation non autorisée d'un modèle. Alors, il y a des protections qui sont comprises à cette annexe-là, justement pour répondre aux craintes et aux objections que les différents intervenants peuvent avoir face à ce genre d'utilisation non autorisée. Puis finalement, au niveau de l'annexe, au niveau des niveaux de développement, bien, on voit que l'annexe qui est proposée prévoit 5 niveaux de développement.
Ça va du plus général jusqu'au plus développé. Et également, il y a un tableau des éléments qui est assez détaillé, qui est fonction des devis, qui reprend, si on veut, les éléments d'un devis standard avec lequel vous serez tous familiers, mais qui permet d'insérer, de déterminer à qui relève ou qui aura la responsabilité de modéliser cet élément-là et de quelle façon, jusqu'à quel degré de précision. Alors, sans plus tarder, je passe la parole à Maître Quinn. Merci, Maître Houle. Donc, déjà, ce sont des documents qui n'existaient pas facilement. C'est des documents qui sont récents, à peu près quoi, 2 ans? Ça doit faire quasiment 4 ans. 4 ans? 4 ans. Donc, des documents de 5 ans qui n'existaient pas. Donc, une première évolution. Donc, je laisse la parole à Maître Quinn. Merci beaucoup, Jean-François. Merci à CanBIM pour l'invitation qui m'a été faite de prendre la parole devant vous aujourd'hui. Merci, Yvan. Alors, bonjour. Pendant que l'acétate arrive, on peut aller à la page... bon, c'est vous, à la page 6. Merci. Monsieur Fogg mentionnait ce matin le chemin parcouru. Et puis, je pense que c'est dans toutes les excellentes présentations qui ont été faites ce matin et en début d'après-midi. Pour moi, c'est très éloquent, ces quelques mots. Le chemin parcouru depuis 7 ou 8 ans en matière de BIM, ou disons depuis 10 ans en matière de BIM au Québec, y compris en matière juridique. Évidemment, il y a 10 ans, le BIM comme réalité technologique et juridique dans certaines juridictions à l'extérieur du Québec et même à l'extérieur du Canada était bien réel. Il y avait des acteurs ici, des sociétés comme Canam, comme d'autres, comme Pomerleau, qui déjà faisaient utilisation du BIM il y a plusieurs années dans des projets très sophistiqués. Je me souviens d'avoir entendu parler, d'avoir assisté à une présentation sur la construction du centre de traitement, du centre de manutention des bagages de l'aéroport de Hong Kong, auquel participait Pomerleau, ou Canam plutôt, il y a de nombreuses années. Mais c'est clair que cette entreprise-là était participante dans la réalité BIM à travers le monde, mais pas nécessairement ici au Québec. Depuis, évidemment, beaucoup de chemin a été parcouru ici. La journée d'aujourd'hui est extrêmement éloquente à cet égard-là. On vient de voir le projet de l'aéroport de Montréal. On a vu la tour du stade olympique. Plusieurs autres projets ont été mentionnés, l'aéroport de Québec. Et on voit jusqu'à quel point le BIM fait son chemin de manière assez complète, puis éventuellement, à court moyen terme, on espère très complète pour aller jusqu'à l'entretien, la vie utile du bâtiment, jusqu'à son remplacement éventuel. En matière juridique, comme l'indiquait Yvan, nous sommes un peu, Maître Houle, nous sommes un peu à la remorque. Néanmoins, et il y a 6 ans, il y a 7 ans, c'était un terrain vague, pour prendre une expression, là. C'était un terrain vague, le Québec, en matière de BIM. Il n'y avait rien d'écrit, il n'y avait rien de fait. Il y avait assez peu de profondeur dans la compréhension de la réalité BIM d'un point de vue strictement juridique. Je ne parle pas de la réalité technologique, là, évidemment. Et petit à petit, une série d'éléments ont venu compléter, c'est-à-dire on a créé des bornes. On est passé du terrain vague, si on veut, au terrain préparé avec tous les services, avec l'électricité, l'aqueduc, les chemins, les services, etc. Et aujourd'hui, d'un point de vue juridique, nous sommes sur un terrain qui est bien défini et qui est bien prêt à évoluer et à recevoir toute une cité, si on veut, d'utilisation BIM. Et parmi les éléments les plus importants qui sont venus préciser ou qui sont venus rendre ce terrain constructible ou prêt à recevoir une série d'édifices, il y a bien entendu la précision de la terminologie qui découle de la publication là, d'annexes contractuelles comme celle de l'IBC, de l'Institut
de la BIM du Canada, les conditions standards de l'ASCII, plusieurs contrats qui ont été importants, qui ont été, ou exigences contractuelles publiées dans des appels d'offres assez récents. Il y a bien entendu les formations qui sont données sur le volet contractuel par le Cégep de Limoilou, le Cégep du Vieux-Montréal et les documents qu'ils ont publiés, le module 3, qui est un document, mon Dieu, à la fine pointe aussi bon que ce qui existe où que ce soit ailleurs dans le monde pour la formation d'un point de vue juridique, de conscientisation des besoins juridiques des acteurs du BIM, des acteurs techniques du BIM. Ce document-là est d'une très, très grande qualité. Alors voilà des outils qui viennent, si on veut, créer une lingua franca, un langage juridique, une terminologie comprise et la définition, la détermination de toute une série de besoins d'un point de vue juridique qui doivent être comblés lorsque des contrats sont mis en place, lorsque l'utilisation du BIM est envisagée pour un projet précis. Il y a aussi les signatures numériques rendues possibles là, par Notarius et l'Ordre des ingénieurs du Québec et l'Ordre des architectes du Québec. Il y a les bonnes pratiques et les conventions qui y sont liées en matière de stockage de la maquette. Et il y a toutes les recherches qui se font, les publications, les formations qui se font au niveau d'organismes comme CanBIM, au niveau des chaires de recherche dans les universités, des journées comme celle d'aujourd'hui. Alors, il y a maintenant, d'un point de vue juridique, pour un peu clore cette boucle-là, une compréhension répandue et documentée, assistée de toute une série de documents qui sont là, qui sont disponibles et qui permettent aux acteurs dans le marché, lorsqu'ils veulent mettre en place un processus BIM, de bien l'encadrer juridiquement d'une manière précise, d'une manière éclairée, d'une manière raffinée, je dirais. Cela n'était pas possible il y a 10 ans. Rappelons-nous de grands projets, de très grands projets lancés avec comme seule exigence au niveau juridique, au niveau BIM, le projet sera construit en BIM ou le BIM sera utilisé pour le projet. Une ligne pour un projet de très grande valeur. Aujourd'hui, personne ne penserait à utiliser le BIM avec aussi peu d'encadrement juridique et il y a tous les outils que j'ai mentionnés qui permettent et Yvan y a fait allusion pour l'un d'entre eux, celui publié par l'Institut de la BIM du Canada, qui permettent de définir les usages permis, les calendriers pour les différents livrables et ainsi de suite. De sorte que on peut aussi, à l'aide de cette lingua franca, à l'aide de ce groupe d'outils, on peut aussi intégrer, comme c'est possible et comme vous le faites, d'un point de vue technologique, comme vous le faites déjà abondamment, les meilleures pratiques mondiales. On peut maintenant intégrer, d'un point de vue juridique, les meilleures pratiques mondiales, en ce sens qu'il n'y a pas de définition contractuelle que le marché n'est pas prêt à absorber, si tant est que les acteurs veulent prendre le temps, veulent se donner le moyen de définir cet encadrement contractuel pour un projet donné. Ce faisant, il y a les outils que j'ai mentionnés et d'autres encore, et il y a tout ce qui existe comme, par exemple, contrat type publié par l'American Institute of Architects et d'autres organismes qui peuvent être intégrés, adaptés pour les fins d'un projet spécifique. Donc, langage commun et définition des besoins possibles, déjà existantes et possibles, infiniment plus grandes. Dernier commentaire, avant de continuer avec un certain nombre de questions et questions de l'auditoire. Toujours en matière de BIM, plus techniquement, toujours en matière de BIM, il faut se rappeler de deux grands principes juridiques. D'abord, celui qui découle de l'article 1440 du Code civil du Québec, c'est que le contrat n'a d'effet qu'entre les parties contractantes. Il n'en a point quant aux tiers, excepté dans les cas prévus par la loi. Ça nous amène où, ça, relativement au BIM? Ça veut dire que le propriétaire et ses consultants peuvent prévoir l'utilisation ou le recours au BIM, mais si on oublie d'impliquer les sous-traitants, si on oublie d'impliquer l'entrepreneur dans la convention BIM ou dans le protocole BIM, il y aura une cassure, il y aura
there will be a gap et quelque chose ne fonctionnera pas. Tous les participants, tous les intervenants du projet, jusqu'aux sous-traitants, jusqu'aux fournisseurs, doivent être impliqués dans la définition, ou à tout le moins doivent accepter la définition des usages permis ou non permis de la maquette, qui aura un rôle de concepteur et pour quelle fin. Chaque concepteur aura tel ou tel rôle, n'aura pas tel ou tel autre rôle. Et cela doit être prévu dans le contrat BIM, dans le protocole BIM, dans l'annexe BIM, peu importe comment on l'appelle. Et si ça n'est pas prévu et si les intervenants contractuels, les intervenants du projet ne participent pas à ce protocole, bien, ils ne seront pas liés par ça. Et ça nous amène aussi au cadre, dernier commentaire, au cadre d'ordre public qui s'applique en matière de construction. Ce cadre, et je fais référence aussi à la question introductive de Jean-François, le cadre juridique d'ordre public qui est formé de la loi sur le bâtiment, du code de sécurité, de la loi sur les ingénieurs, loi sur les architectes, du code civil du Québec, ce cadre juridique-là, il n'a pas été changé d'un iota au cours des 10 années pour refléter la réalité BIM. Il est toujours là. Les responsabilités déontologiques des architectes ingénieurs sont toujours les mêmes. Donc, quand on entre dans un projet BIM, si on n'ajuste pas et on ne définit pas les exigences et la possibilité d'utiliser la maquette pour telle fin, mais pas pour telle autre fin, bien, il risque d'y avoir des incohérences entre ce pourquoi ou la finalité du travail de l'architecte, de l'ingénieur, et ce que cette finalité-là doit permettre, c'est-à-dire un bâtiment sécuritaire, durable et qui remplit les usages contractuels pour lesquels il est construit. Donc, ces finalités fondamentales qui soutiennent là, ou qui sous-tendent tout notre droit en matière de construction, et une maquette dont les usages ou les volets de la maquette dont on n'aura pas bien cerné les usages permis et non permis, ou dont on n'aura peut-être même pas bien cerné l'identification des auteurs pour des composantes ou des intrants de la maquette. Alors voilà comme commentaire initial. Et puis Jean-François. Merci, Maître Quinn. Donc, écoutez, d'entrée de jeu, je suis très heureux d'entendre qu'il y a des outils disponibles maintenant pour faciliter la prise en charge du BIM. Ce qui avait moins, c'était possible, mais il y avait moins d'outils disponibles. Donc, de ce que je comprends, c'est que ce n'est pas un frein. Le cadre légal n'est pas actuellement un frein, un réel frein pour passer au processus BIM. C'est bien ça? Je pense que c'est juste. Je pense. Oui, allô, vous m'entendez? Alors, excusez, je pense que ton propos est juste, mais comme on l'a souligné tous les deux, il faut que ce cadre-là soit modulé pour qu'il s'arrime avec les exigences du BIM. Et ça, c'est pour un avocat qui pratique dans le domaine, c'est ça l'intérêt de ce domaine-là, c'est que ça nous force, tout comme les clients, tout comme les donneurs d'ouvrage, comme les entrepreneurs, et les donneurs d'ouvrage, ça nous force à penser différemment, pour utiliser une expression anglaise, to think outside the box a little bit, et essayer d'être innovateur. Mais comme tel, faut dire par ailleurs, la contrepartie de ça, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup de disputes qui concernent des projets BIM qui se sont retrouvés devant les tribunaux. Il reste à voir comment les tribunaux vont traiter ces questions-là aussi. Et vous savez, comme moi, souvent, c'est peut-être une généralisation. Certains des juges sont assez âgés et confrontés à une dynamique, un litige qui concerne le BIM. Ça va être intéressant de voir comment eux vont voir ça. Oui. Deux commentaires additionnels. C'est que les tribunaux, et je vous réfère à l'autre article qui est sur la diapositive, qui est sur l'écran, 1434, les tribunaux vont interpréter le contrat, une situation donnée, en se référant notamment aux usages, aux pratiques. Et des formations comme celles qui sont données, c'est-à-dire le module 3, dispensé par le Cégep de Limoilou, par le Cégep du Vieux-Montréal, ça fait partie
du cadre commun de compréhension du BIM. Un document comme celui-là pourrait très, très bien être présenté à un décideur, à un arbitre, à un juge, pour lui dire, écoutez, monsieur, madame la juge, voici, pour vous aider à comprendre le BIM, voici un outil pédagogique précis, utile, adapté à la réalité juridique québécoise, et vous pouvez vous en servir. Et les Vous êtes en train de dire que les cégeps vont pouvoir former les juges sur oui, le BIM? Tout à fait. Tout à fait, parce que ça fait partie de la pratique. C'est comme on dirait un juge qui doit comprendre un problème de pure structure. Ben voici les principes de structure, de charges applicables, etc. Ben, pour comprendre la BIM, qui est en partie une réalité juridique, mais en grande partie une réalité technologique, on pourrait avoir recours à un manuel de formation, à des principes, à un encadrement. Ça, c'est une chose à ce niveau-là. L'autre chose, et je pense qu'Yvan y faisait référence, et je vais le dire à ma manière, c'est que personne dans la salle ici, parce que je vois que des gens chevronnés, ceux que je connais et ceux que j'ai appris à connaître très, très récemment, personne ici ne penserait à dire à un client, vous avez un projet, j'ai un bon contrat pour vous, regardez, j'ai fait un projet là, il y a 18 mois ou 4 ans. J'ai un bon contrat pour vous. Voici, et puis mettre une brique comme ça devant un client. Si le client est moindrement sophistiqué, il va dire, ben, oui, mais tes intervenants, les conseillers externes, internes, mes forces à moi, techniques, c'était pas les mêmes. J'ai besoin d'adapter ce contrat-là à la réalité de mon projet. Ben, c'est la même chose pour un contrat BIM, pour une annexe BIM. Dans tous les cas, sans exception, ça doit être adapté aux besoins, aux intervenants en présence, à leurs ressources, chacun d'eux, aux ressources d'un propriétaire qui a 4 spécialistes BIM dans son équipe, puis comme je pense que ce matin, Monsieur Leduc, je pense, de l'Aéroport de Québec, mentionnait qu'il y avait des spécialistes à l'interne qui suivaient au niveau coordination. Mais un propriétaire comme celui-là a certainement besoin de compétences chez ses consultants, chez l'entrepreneur, chez les sous-traitants, mais il y a certaines compétences dont il a moins besoin parce que dans son équipe, il a intégré certaines fonctions relativement au BIM. Alors, contrat, oui. Possibilité, Jean-François, pour répondre à ta question, certainement que le droit n'est plus... Le droit aurait été, il y a 10 ans, un frein à l'utilisation du BIM parce qu'il y avait une absence de compréhension commune. J'utilise l'expression une absence de lingua franca. Aujourd'hui, d'aucune façon, même pour le plus grand projet, le projet le plus sophistiqué, d'aucune façon au Québec, le droit devrait être ou ne sera un empêchement à l'utilisation du BIM. Par ailleurs, juste pour terminer, puis un petit peu à la blague, bien, vous allez voir beaucoup à la blague, j'ai fait une petite vérification côté québécois dans les banques de données Azimut, Camini, sur mon ordinateur pour voir, bien, est-ce qu'on a parlé de BIM? Je savais qu'on n'avait pas parlé de BIM il y a 12 mois ou 24 mois, mais j'ai fait une vérification l'autre jour et j'ai trouvé une douzaine de causes, mais malheureusement, elles avaient toutes l'apparence suivante. C'est en matière de santé et sécurité. On disait que M. Dagenet avançait sur le projet, il avait 2 BIM sur l'épaule et c'est là où il a glissé. Alors, pour le moment, les tribunaux québécois, et on épelle BIM BIM ou BIME, et non pas BEAM, mais néanmoins, pour le moment, au Québec, dans notre juridiction, ce sont les seuls... j'exclus l'arbitrage parce que les décisions d'arbitrage sont confidentielles, mais il n'y a pas encore de décision qui se penche sur le BIM. Et ça me rassure parce que j'ai fait exactement la même recherche en prévision de la conférence et c'est ce que j'ai relevé également. Il nous reste déjà, le temps file. J'ai quelques questions que je voudrais vous poser qui sont un peu, je vous dirais, vous me le confirmerez, c'est des fausses croyances ou des fausses idées en ce qui a trait au risque. Donc, beaucoup de gens, dans les discours, on entend le BIM, c'est plus risqué. Le BIM, ça augmente mes responsabilités. J'aimerais vous entendre à ce sujet-là, cette croyance-là, comment est-ce qu'elle s'explique, là? Je peux vous dire que dans les premières fois que j'ai eu à transiger avec un projet BIM ou quoi que ce soit, ce que tu viens d'exprimer, c'est ce qu'on attendait, ça, il n'y a aucun doute. Et on l'entend encore beaucoup. Ce que je dis en réponse de ça, c'est que en fait, le BIM, comme on l'a vu, ça favorise la collaboration entre les différents intervenants, avec, dans l'espoir, évidemment, que le projet se réalise
à l'intérieur de l'échéancier, à l'intérieur des budgets, sans réclamation, moins de réclamations, etc. Ce qui va être un petit peu moins bon pour les avocats. Mais ce que je dirais, c'est que ça reflète un peu l'évolution du droit parce que dans les dernières années, au niveau de la jurisprudence, les tribunaux ont reconnu, surtout pour les grands projets de construction, une exigence, une obligation de collaboration entre les différents intervenants. Et donc, dans la mesure où le BIM favorise cette collaboration-là, elle ne fait que refléter ce que la jurisprudence nous dit de toute façon. Et donc, à cet égard-là, le risque ou la responsabilité est parfaitement arrimé avec ce que prévoit la jurisprudence. C'est un excellent commentaire, effectivement, le lien avec l'obligation de collaboration qui a été définie, circonscrite de façon assez précise dans 3 décisions récentes de la Cour d'appel. Quand je dis récente, c'est les 2-3 dernières années. Et d'ailleurs, l'associé d'Yvan Houle, le maître John Murphy, a publié dans le Journal du Canadian College of Construction Lawyers un excellent article très fouillé, là, c'est quasiment une thèse de maîtrise sur l'obligation de collaboration en droit de la construction que tout professionnel dans le domaine de la construction devrait lire. Et l'exemple, je mentionnais aux gens de Pomerleau à la table ce midi, l'exemple de résolution de la difficulté avec le mur rideau, puis la rencontre avec 20 personnes autour de la table, bien, pour un avocat de litige et de construction comme moi, dans l'esprit d'il y a 15 ans, ou d'il y a 20 ans, ou d'il y a 25 ans, cette situation-là aurait donné lieu à un litige de 60 millions de dollars ou plus, qui aurait duré 20 ans ou 25 ans jusqu'à la Cour d'appel, jusqu'à la Cour suprême. Et cette possibilité, disons, je ne connais pas les intervenants, là, mais cette possibilité de litige avec des difficultés semblables a été éliminée, a été résorbée par du travail intense en collaboration, justement, dans l'esprit du droit actuel, de l'obligation de collaboration, et on a pu maintenir le cap sur le respect de l'échéancier de ce projet-là et surmonter une difficulté technique quand même assez impressionnante. Alors, chapeau, parce que tant du point de vue de l'accomplissement des obligations que du respect des besoins du client, on a atteint la cible. Est-ce qu'on peut dire que favoriser les échanges, l'effet BIM favorise les échanges, favorise la collaboration, donc pourrait diminuer le risque? Absolument. C'est clair que ça va diminuer les risques dans un bon BIM, dans un projet BIM bien géré. Chose est quand même certaine, c'est qu'un projet désastreux, on n'a pas besoin du BIM pour en avoir. Dans l'histoire, moi, dans les quelques décennies de pratique, j'en ai vu des projets désastreux et je suis convaincu qu'il y a eu dans le passé, à travers le monde, des projets désastreux réalisés en BIM. Alors, si les gens n'ont pas le souci, n'ont pas l'intensité, n'ont pas les compétences, il va y avoir des désastres avec ou sans BIM. Mais de façon générale, je pense que la présentation de M. Leduc et les statistiques qu'il mentionnait ce matin sont très éloquentes aussi. C'est que, de façon générale, un BIM bien géré, avec un bon focus, avec les bonnes équipes, va diminuer le nombre de changements, va faciliter le traitement des changements ou le traitement des interférences, etc. Donc, c'est bénéfique, il n'y a pas de doute, ça va diminuer la quantité de litiges. Maintenant, j'aimerais juste passer à un autre volet. Oui, une autre petite question, je vous laisse terminer. En matière de risque, j'enchaîne, là, je laisse ce sujet-là spécifique, mais pour enchaîner, en matière de risque, peut-être que la plus grande source de risque dans le cadre du BIM, c'est le fait qu'on travaille en temps réel, plusieurs intervenants ensemble, plutôt qu'en séquence. Donc, on n'a pas, Mme Schooner y faisait référence, des plans transmis par l'un à l'autre, un deuxième jeu de plans, un troisième, puis ensuite pour des fins de construction. C'est-à-dire qu'il y a des échanges au stade de la conception entre les différents intervenants. Maintenant, à terme, il y a des plans 2D pour le Québec à l'heure actuelle, parce que ça n'a pas encore été ajusté, sauf par exception. Là, Hydro-Québec a obtenu des plans sur présentation de maquettes numériques, mais en général, c'est encore des plans 2D pour les permis de construction. Et ces plans-là doivent être signés, doivent être émis par quelqu'un en lien avec une maquette qui sera souvent obligatoire. D'autres fois, elle sera facultative
pour fin d'information, mais si la maquette est obligatoire, les plans 2D doivent être arrimés à la maquette ou au volet pertinent de la maquette. Et les intrants, le risque en matière de BIM, peut-être le plus important, c'est que les intrants dans le plan, disons le plan d'architecture ou le plan de mécanique ou d'électricité ou des dessins, les intrants ne sont pas toujours contrôlés par l'auteur. Si on intègre des données qui viennent d'un fabricant d'équipements mécaniques, par exemple, des données relatives aux fondations pour des équipements de production qui viennent des équipementiers et que ces données structurales, de charges, etc., ne sont pas vérifiées et qui s'ensuit, est-ce que le risque, est-ce que l'équipementier qui fournit des données qui sont intégrées dans la maquette et qui reçoit par la suite des dessins, est-ce que cet équipementier-là devient un concepteur? Juridiquement, là, on peut se poser la question. Peut-être qu'il y a les licences, peut-être qu'il n'y a pas les licences, mais est-ce qu'il est un concepteur du projet? Il y a toutes sortes de problèmes, de problématiques qui découlent de ce partage et d'intégration de données et du fait qu'un deuxième intervenant, un deuxième concepteur et un troisième va se fier au volet architectural ou va se fier au volet structural ou au volet mécanique de la maquette. Et ça, c'est le cœur un peu des principales difficultés gérables, mais néanmoins des principales difficultés soulevées par le BIM. Donc, c'est une question de traçabilité. C'est de garder des traces de ce qui se fait au fur et à mesure. Parce que c'était une de mes questions, justement, par rapport aux tendances des prochaines années. Actuellement, la tendance est plus à des maquettes qui sont isolées, qui sont fédérées par la suite. Donc, il y a une traçabilité, mais dans l'optique où on se projette dans les prochaines années, où tout le monde va travailler en temps réel, à multibureau, en conception continue, c'est là qu'au niveau juridique, ça crée des problèmes parce qu'on perd cette traçabilité-là. C'est bien ça? Il n'y a pas de doute, ça va poser des défis dans le modèle traditionnel d'un litige de construction. Le nerf de la guerre pour les avocats et pour les parties, c'est faire la preuve des dommages ou de la réclamation, quoi que ce soit. Et dans la mesure où on perd la traçabilité des intervenants, des intrants, pour utiliser le terme de Bernard, qui les a apportés dans la maquette, etc., mais ça risque de poser des problèmes au niveau de la détermination de la responsabilité. Évidemment, ce qu'on souhaite, c'est qu'en ayant géré notre modèle BIM de façon sensée et ordonnée, on ne devra pas normalement se retrouver là. Mais néanmoins, si ça s'avère que le projet connaît des difficultés, c'est une problématique à laquelle, assis ici aujourd'hui, je pense que les éléments de preuve, le Code civil ne nous permet pas nécessairement de répondre à ça au moment où on se parle. Donc, c'est la limite actuelle qu'il faut ne pas franchir. Là. Parfait. Je vais juste... il nous reste peu de temps. Ça va très, très vite. Hein, puis je suis sûr que Jerry serait très heureux de nous laisser plus de temps si on n'avait pas de retard. Donc, j'aimerais ça entendre le public un peu plus. Vous avez sûrement des questions. On va être capable de prendre 2 questions là, concernant les aspects légaux. Donc... Oups, on ne vous entend pas. Allô. 1, 2. Le micro, est-ce que vous m'entendez? Je vous entends. Quand même, OK. Alors, voilà, j'avais une question pour vous, justement, dans l'obligation de collaborer, l'échange de plans et tout ça. Est-ce que on voit aussi, il y a eu un développement sur lequel j'ai lu à un moment donné, il se développait aussi des contrats, des devis de performance par rapport à la qualité de la collaboration et du travail collaboratif. C'est-à-dire que les donneurs d'ouvrage disent, écoutez, utilisez la plateforme BIM, la conception intégrée, puis voici votre obligation relationnelle, puis si vous atteignez des performances au niveau de coût, délai, qualité, il y aura bonification. Est-ce que ça, c'est une pratique ça me semblait être une pratique qui est à développer au niveau juridique, c'est ce que j'avais lu là-dessus à un moment donné. Bien, je peux vous dire que vous parlez de ça et moi, je n'ai pas, ce n'est pas le genre d'affaires qui a croisé mon bureau, que j'ai vu sur mon bureau au moment où on se parle. Je pense que c'est une très bonne idée. C'est certainement un donneur d'ouvrage très avant-gardiste qui aurait mis ça dans un devis ou qui aurait exigé que ça se trouve dans un devis. Mais je verrais ça d'un bon œil, ça, il n'y a pas de doute, parce que ça ne fait que renforcer ce qu'on disait au niveau de... Ça assure
que les intervenants sont parfaitement conscients de leurs obligations, principalement au niveau de la collaboration. Ouais, c'est un développement que j'avais vu en Grande-Bretagne. C'est le gouvernement qui met en place là, justement des nouvelles formules contractuelles pour justement faire profiter les effets du BIM puis les assurer en contrat. On peut s'en inspirer. Au niveau légal, il y a moyen de faire quelque chose avec ça. Là. C'est un incitatif qui peut être utilisé avec le bon contexte, avec une équipe assez performante au départ et assez capable au départ. Il me semble que ce serait un bon incitatif. Peut-être moins avec une équipe qui a une courbe d'apprentissage aiguë. Oui, ça va de pair avec leurs obligations d'atteindre le niveau 2 dans les projets. Ils s'assurent d'un certain niveau de compétence à la base. Oui. Est-ce qu'on a une autre question? Oui? Amin Hamad de l'Université Concordia. Est-ce qu'il y a des définitions exactes pour le niveau de développement pour les modèles en 4D avec le temps? Ben, je peux vous dire qu'il y en a en développement, mais reconnus et acceptés par l'industrie comme tels sont en définition au moment où on se parle. Parce que le 4D est relativement nouveau, avant-gardiste. Je ne sais pas si Bernard, tu en as vu? Je dirais que, c'est-à-dire, au niveau des modèles, ce n'est jamais obligatoire. Hein? Ce sont des modèles publiés par des organismes ou des collections d'organismes travaillant ensemble sur une période de temps, élaborant des modèles. Alors, ça n'a pas force obligatoire. Par contre, du côté du AIA, entre autres, et aussi de Consensus Docs aux États-Unis, il y a des définitions très, très, très élaborées qui peuvent certainement servir pour élaborer ou adapter une définition qui convient à un projet. C'est de ce côté-là que je regarderais en premier pour des choses très élaborées, très développées, Consensus Docs et AIA. Une dernière question. Oui. Quelle importance est-ce que vous accordez au Patriot Act au niveau des projets BIM comme ça qui peuvent se passer en cloud puis tout ça? Qui peuvent se passer? Dans des nuages là, en cloud. Là, je dois dire, je pense que vous dépassez mon cadre d'expertise, mais je sais que pour avoir transigé sur certains projets transfrontaliers, je sais que ça peut représenter une problématique parce que, dépendamment du secteur, par exemple dans le secteur de la défense, comme exemple, ou l'aéronautique, le transfert des données entre les États-Unis, par exemple, et le Canada, en vertu du Patriot Act, il y a des restrictions à cet égard-là. Fait que je pense que les exigences du Patriot Act vont s'appliquer à un projet qui se développe en BIM dans le cloud, qui a peut-être des aspects transfrontaliers. Ça, il n'y a pas de doute. Mais jusqu'à quelle mesure, ça, c'est... Je pense que c'est un avocat qui est spécialisé dans le domaine du Patriot Act qui va vous dire ça. Je vous lance un défi, messieurs. Il nous reste 2 minutes. Je peux vous poser une autre question. On est-tu capable de... Certainement. Sinon, ça ouvrira la discussion pour les prochaines fois. Donc, écoutez, les droits d'auteur. On peut peut-être fermer sur ça. Il y a des inquiétudes au niveau des droits d'auteur avec la maquette numérique. Est-ce que ce sont des réelles inquiétudes encore ou est-ce qu'il y a un réel danger pour la perte de droits d'auteur? Je dirais que c'est une préoccupation très, très légitime et importante des gens des intervenants, des concepteurs qui participent à l'élaboration d'une maquette ne veulent pas, je n'ai pas encore rencontré un qui voit la chose différemment, ne veulent pas que la maquette ou les volets de la maquette, entre autres, soient réutilisés pour d'autres projets sans qu'ils en bénéficient et sans qu'ils ne soient d'accord avec cette réutilisation-là. Et très brièvement, avant de laisser la parole à Yvan, il y a 3 moyens qui peuvent servir pour encadrer cela. D'une part, le prohiber. Deuxièmement, le permettre, mais sur l'obtention d'un consentement, c'est-à-dire d'un consentement écrit qui doit être donné lorsque l'utilisation ou la réutilisation est envisagée et que l'intervenant, par hypothèse, ne participe pas dans le projet où il y a réutilisation, et cela associé à une formule de rémunération
ou un barème de rémunération qui est déjà prévu, de sorte qu'en cas de différend, il y a au moins une équation, il y a un barème de rémunération qui permet la réutilisation, qui ne sera pas complète de toute façon parce que l'acteur qui ne participe pas ne va pas signer les plans pour le nouveau projet, mais son travail intellectuel, lui, qui est intégré peut-être dans une maquette complète, pourra être ou sera réutilisé. En général, la prohibition est le meilleur remède, mais il y a d'autres façons de le gérer, particulièrement selon la documentation, selon la littérature, lorsqu'il y a des acteurs qui travaillent régulièrement ensemble, mais pas toujours dans le même peloton, dans le même regroupement sur tous les projets. Excusez-moi, on va Juste devoir... Très brièvement, vous aurez compris que quand j'ai parlé de l'annexe a utilisé le modèle ou a adopté le modèle de la prohibition. Et vous avez compris qu'en regardant la liste des acteurs qui font partie de l'IBC, que les professionnels ont, si vous me permettez, remporté la manche au niveau de la négociation à ce niveau-là, tout en reconnaissant, comme Bernard l'a dit, qu'il demeure possible aux parties d'amender cette portion-là du contrat pour prévoir un autre modèle. Mais pour les fins de l'annexe tel qu'il est, c'est la prohibition qui est en vigueur présentement. Juste 10 secondes. Évidemment, quand on parle de réutilisation, on ne parle pas du tout Toujours un petit peu plus. Pour la vie utile du bâtiment. Ça, évidemment, c'est envisagé, c'est permis. C'est pas de la vie utile du bâtiment dont on parle lorsqu'on parle de réutilisation, on parle d'autres projets. J'ai pas besoin de dire objection là, pour arrêter. Donc, je vous remercie beaucoup, messieurs. Très intéressant, un sujet qu'on aurait pu faire durer encore et encore, c'est certain.